Bonjour, chronique bande dessinée aujourd'hui, manga plus précisément, avec le premier tome de Termae Romae de Mali Yamazaki. Alors, premier tome dans l'édition intégrale cartonnée, hein, et il y en a plusieurs du coup. Celle-là, c'est la plus luxueuse, on va dire, et aussi la plus récente, sauf erreur. J'imagine qu'on peut écrire sur tous les sujets, des livres, des films, des mangas, pour ce que ça change, mais il est quand même des sujets un peu plus improbables que les autres. Cependant, ce qui est encore plus improbable, c'est que ces traitements improbables de sujets improbables rencontrent le succès, et un succès aux dimensions improbables. Pardon. En témoigne la série de la mangaka Mali Yamazaki intitulée Termae Romae, mêlant récits historiques, science-fiction et comédie, et qui traite des bains, sur un mode comparatiste. Les bains dans la Rome antique, à l'époque de l'empereur Hadrien plus précisément, sont mis en parallèle avec les bains dans la société japonaise contemporaine, avec un personnage d'architecte romain spécialisé dans la construction de thermes, qui voyage entre les deux, pompant les bonnes idées de ceux qu'il appelle les visages plats pour les développer à Rome. Pas tous les jours qu'on lit ça, hein. Les bains, l'espace d'un ou deux épisodes, je suppose que ce sujet peut se concevoir. Mais sur l'ensemble d'une série qui doit compter, sauf erreur, quelque chose comme une trentaine de chapitres, soit plus de 1000 pages de BD, je crois, c'est déjà plus surprenant. Mais il y a une raison à cela, et c'est l'immense succès rencontré par la série. On a pu parler de best-seller sans exagération, et tout particulièrement au Japon, où il s'est vendu plusieurs millions d'exemplaires de chaque tome de Termae Romae. Succès moins foudroyant en France peut-être, mais très notable néanmoins, ce que traduit sans doute la multiplicité des éditions, très vite, avec ici donc l'intégrale en volume cartonné, présentant le sens de lecture occidental comme un atout, avec Casterman quoi, comme avec Taniguchi. Ce succès commercial s'est accompagné d'un succès critique, et Mari Yamazaki s'est vu attribuer plus d'une prestigieuse récompense pour ce que l'éditeur appelle ici son péplum balnéaire. Étrange tout de même. Les bains donc, les bains, oui, japonais et romains. L'occasion pour l'auteur de traiter de ces deux amours. Mari Yamazaki a longtemps vécu en Italie, où elle a étudié l'art, après quoi, ailleurs, elle a enseigné l'italien. L'auteur semble avoir la bougeotte et a vécu un peu partout, comme à Lisbonne ou Chicago. Quoi qu'il en soit, elle entretient un rapport particulier avec l'Italie et son passé romain. La bande dessinée en témoigne assurément, qui fait appel à une documentation précise, s'exprimant dans le récit comme dans le graphisme. La question des bains à Rome semble donc l'avoir particulièrement marquée, ce qui en soi n'a rien de si étonnant pour une femme japonaise se disant amoureuse des bains. Elle a pu peser cependant combien ces bains antiques étaient différents de ceux auxquels elle pouvait s'adonner au Japon, car si les deux cultures, par-delà l'espace et le temps, y attachent une importance particulière, c'est dans une optique bien différente. Et s'il y a des points communs marqués, la dimension sociale des bains notamment, les différences sont peut-être plus saisissantes. Par exemple, si les bains romains avaient bien pour objectif de se laver, ce n'est pas le cas des bains japonais. Une différence essentielle, telle que celle-ci, débouche tout naturellement sur mille et un détails comportementaux, tout simplement incompréhensibles pour qui ne dispose pas des clés. Et c'est sans doute là une partie essentielle du propos de la BD qui établit un parallèle qui est tout autant une opposition entre deux cultures bien éloignées, dans le temps comme dans l'espace, et peu ou prou insaisissables l'une pour l'autre. Termae Romae n'est pas, ou pas uniquement, une série documentaire. Elle est construite autour d'un récit, fait appel à des personnages récurrents qui vivent des aventures qui leur sont propres, etc. Mais le projet semble bien de traiter de ces différences culturelles, sur un mode assez humoristique d'ailleurs, un moyen bienvenu d'approfondir notre connaissance de l'une et de l'autre civilisation, et, le cas échéant, de méditer sur l'universel et le particulier. Pour en arriver là, il faut cependant disposer d'un prétexte. Il s'avérera comme de juste plus qu'improbable. Rome, donc, sous le règne de l'empereur Hadrien, dont on nous rappelle sans cesse en note qu'il fut l'un des 5 bons empereurs. Il est vrai qu'à tout prendre, c'est l'âge d'or de la Rome impériale, un âge d'or qui s'incarne dans la Pax Romana, un véritable programme pour l'empereur qui, plutôt que de chercher à étendre encore les frontières de l'Empire, trouve plus pertinent et utile de voyager dans ses déjà fort nombreuses provinces pour s'assurer le soutien et l'unité des citoyens. Adrien est un personnage important qui en vient à entretenir une relation particulière avec le héros de Termae Romae, avec les ragots inévitables que cela suscite, du fait de l'homosexualité notoire de l'empereur. Notons que le futur Marc Aurèle apparaît également dans la série. Mais notre héros est donc tout autre. Il s'agit d'un architecte du nom de Lucius Modestus, sans doute pas si Modestus que cela d'ailleurs,
Il a son caractère, ses préjugés et l'orgueil qui justifie qu'il les remette sans cesse sur le tapis. Par ailleurs, Modestus a quelque chose d'un anachronisme. Il est un architecte compétent, sans doute, mais qui manque d'idées. Notamment peut-être parce qu'il tient en bien trop grande estime les réalisations de ses prédécesseurs. Le mieux, pour notre bonhomme réactionnaire, c'était forcément avant. C'est d'autant plus regrettable qu'il passe ainsi à côté de nombre de choses intéressantes plus récentes, même en révérant son maître Apollodore qui a bâti des thermes admirables. Modestus est pourtant très intéressé par la conception des thermes, qu'il s'agisse des bâtiments restreints et quelque peu austères souvent, gérés par des particuliers, ou des grandioses constructions publiques que les empereurs se doivent de financer pour laisser leur nom dans l'histoire, à terme, et déjà s'attirer le soutien des Romains, patriciens comme plébéiens, car tous ont droit au bain, jusqu'aux esclaves. Modestus, en bon romain, aime les thermes et s'y rend régulièrement, et c'est ce qui va changer sa vie. Morose, notre architecte, accompagne quelques amis aux thermes. Alors qu'il plonge la tête sous l'eau, Modestus distingue une faille, qu'il aspire. Mais l'histoire ne s'arrête bien sûr pas là avec un décès prématuré. Modestus jaillit de l'eau, à 2 doigts de l'asphyxie, mais pas dans les thermes où il se trouvait. Il est bien dans un établissement de bain, cela dit. Sans doute la faille l'a-t-elle entraîné dans quelque partie des thermes réservés aux esclaves, car les baigneurs n'ont certes rien de romain. Leur visage plat, leur sabir incompréhensible, ces barbares ne parlent pas un mot de latin. Cela dit, ils ont l'air amicaux. Mais ces bains sont étranges bien au-delà. Ils ne ressemblent en fait en rien aux thermes de Rome. Indice qui, pour l'heure, ne va pas plus loin, mais Modestus suspectera bientôt la vérité. Ces bains ne se trouvent pas à Rome, ni où que ce soit dans l'Empire romain. Ils sont barbares au sens le plus strict. Mais, tout amicaux qu'ils soient, ces visages plats bénéficient, semble-t-il, d'une civilisation avancée, bien plus que celle de Rome. Constat insupportable pour le bon romain Modestus. Reste que les bains de ces barbares bénéficient d'innovations appréciables, autant de témoignages de leur supériorité intrinsèque. Et Modestus retourne à Rome, comme par magie, sans bien comprendre au juste ce qui s'est passé. Mais il sait qu'il n'a pas rêvé, il en a la preuve en main. Et surtout, il sait maintenant ce qu'il doit faire. L'architecte guère couru et si passéiste, seul à Rome à avoir entrevu la civilisation avancée des visages plats, décide, pour la plus grande gloire de l'Empire, d'y adapter ce qu'il a vu là-bas. Il devient dès lors l'architecte le plus apprécié de Rome. Car maintenant qu'il s'est spécialisé dans l'édification de thermes, il fait preuve d'une inventivité sans commune mesure. Ses innovations sont autant de merveilles. Il a des intuitions géniales, lui permettant de créer des installations ou des ustensiles qui, après coup, paraissent de simple bon sens alors que nul n'y avait jamais pensé auparavant. C'en est au point où la renommée de Modestus atteindra jusqu'à l'empereur Adrien. Or le bon empereur, qui est lui aussi un architecte talentueux, rejoint Modestus au moins sur un point: la conception astucieuse et inventive de bains pratiques et efficaces relève du salut public. Elle contribuera à la gloire de Rome, peut-être autant que l'invincibilité de ses légions. Le problème, c'est que, dès lors, la bande dessinée use d'un motif extrêmement répétitif. Dans chaque épisode, c'est la même chose. Un problème se pose pour Modestus, il plonge la tête sous l'eau pour une raison ou une autre, et on ressort chez les si sympathiques et si brillants visages plats, pour qui il est un étranger pas forcément plus bizarre que les autres. Au cours des 10 chapitres de ce premier volume, jamais les Japonais ne comprendront le latin de Modestus, et jamais Modestus ne comprendra leur japonais. Pas plus qu'il ne comprendra avoir fait un voyage dans le temps autant que dans l'espace. Il admire leur génie et se régale de leur boisson, systématiquement ou presque, et avec toujours exactement les mêmes codes graphiques. Il retourne sans savoir comment à Rome, et il règle le problème qui se posait à lui en adaptant les trouvailles bienheureuses des Japonais. Ce qui lui vaut gloire et fortune, même si, en secret, il sait qu'il n'est guère qu'un plagiaire. Chaque épisode use peu ou prou de ce motif, et c'est tout de même bien répétitif, et donc lassant. Encore que pas tout à fait autant que je l'aurais cru. Le fait est, j'ai lu ce gros volume sans vraiment me lasser, mais l'inventivité remarquable et réjouissante du premier épisode s'amenuise quand même au fur et à mesure. Ainsi, après les trouvailles initiales du tout début, Modestus n'aura de cesse de ramener de chez les astucieux visages plats bien des procédés ou ustensiles, ainsi que des aliments ou des boissons, qui font pleinement partie de l'institution des bains. Les situations se répètent, jusque dans leur mise en scène. J'avais évoqué le cas des boissons, c'est très sensible. Le plus dommageable est peut-être qu'en dépit de la reprise sempiternelle du même schéma, Modestus semble ne faire aucun effort pour tenter de le comprendre ou de comprendre son impact. En fait, il n'a même pas l'air de trouver cela si bizarre.
Il n'a pas, par exemple, le réflexe de plonger de lui-même pour rejoindre le Japon. C'est toujours par accident qu'il se retrouve la tête sous l'eau et accomplit le voyage. Il est vrai que les Japonais chez lesquels il débouche subitement et qu'il accueille toujours à bras ouverts, avec un sourire à pleines dents, semblent ne pas se poser davantage de questions, et qu'importe si l'étranger incompréhensible a un comportement si invraisemblable. C'est le lot des barbares, après tout. Quoi qu'il en soit, Modestus tire de ses excursions spatio-temporelles bien des trouvailles. C'est ainsi que nous le verrons après la révolution thermale du premier chapitre, aménager des bains en extérieur faisant face au Vésuve, après une très amusante scène pour le coup où il assiste au bain de singe au Japon. Puis il concevra ou empruntera l'idée de construire des petits thermes chez soi, autant dire une salle de bain avec douche. Il régalera l'empereur Adrien d'un aquarium incrusté dans un mur avec des méduses à l'intérieur, adaptation romaine de la télévision au bain. Il sera également toujours, pour l'empereur, aménager des bains naturels à la semblance du Nil où s'est noyé le bel Antinoüs, crocodile inclus, et même transformer les thermes en aire de jeu avec des toboggans. Parfois ces innovations sont d'un autre ordre, un peu moins concret. Il s'inspire des cures thermales japonaises contre les douleurs. Pour le coup, je ne suis pas bien certain qu'il ait apporté grand-chose aux Romains, mais l'essentiel est peut-être que son travail bénéficie à la légion de l'empereur coincée devant Jérusalem rebellée. Il met en place un système afin d'éduquer les barbares au comportement approprié dans les bains, sur un modèle japonais bien sûr, avec des Germains qui foutaient le bordel à Rome et qui ont exactement la même allure 2000 ans plus tard chez les visages plats, très amusante scène de combat au ballet façon Pilum, ou encore il développe une sorte de carte d'abonnement permettant aux termes les plus modestes de bénéficier également de la clientèle qui s'était reportée sur les seuls et luxueux termes à même de mettre en place les trouvailles nippones. En fait, un seul chapitre de ce gros premier tome, tout en usant lui aussi de ce schéma répétitif, mais pour le coup de manière très rigolote, semble aller dans une autre direction, pas nécessairement liée au bain, et c'est le sixième, qui du coup avait surpris les lecteurs à l'époque. On y traite avant tout des cultes phalliques, communs à Rome et au Japon contemporain, variation qui a plus ou moins convaincu donc. Je note le rapport ambigu du coup particulièrement sensible dans cet épisode concernant la représentation du pénis, sur des statues de Priape, ok, mais pas sur les vrais personnages. Mais ce chapitre un peu à part introduit un élément de trame générale sans doute important, les relations houleuses entre Modestus et sa femme. C'est tout de même sur un mode mineur par rapport à une autre trame de fond plus prégnante, impliquant cette fois Adrien et sa succession prochaine, par un bellâtre guère moral et pas si malin, tandis qu'apparaît tout de même en arrière-plan le futur Marc Aurèle, ultime avatar du bon empereur romain. Thermae Romae a sans doute plein d'atouts. Déjà, bien sûr, au moins dans un premier temps, son étonnante et rafraîchissante inventivité et l'originalité qui va de pair. Sur la base de ce sujet très improbable, Mari Yamazaki a bien su concevoir une série pareille à nulle autre. Par ailleurs, c'est extrêmement documenté comme de juste, dans le récit comme dans le dessin, lequel est à propos sans doute, j'y reviendrai. C'est bien pensé en tout cas, avec des réflexions de fond sur la barbarie et la civilisation, les chocs culturels, le relativisme historique et géographique, l'innovation et l'adaptation, la place cruciale des occupations du quotidien dans la vie de tout un chacun, ce qui fait les bons empereurs et les mauvais. Auteur passionné, Mari Yamazaki sait traiter de ces sujets fétiches avec une pertinence admirable. Et, last but not least, c'est une série régulièrement très drôle. Il y a vraiment des scènes hilarantes. J'en avais cité quelques-unes, le bassin des singes, l'arrivée inopinée de Modestus à poil en pleine cérémonie phallique japonaise, le combat au ballet avec le Germain chevelu, etc. Autant de qualités que je ne saurais nier, et qui m'ont accompagné tout au long de la lecture de ce volumineux premier tome. Non seulement je ne m'y suis pas ennuyé un seul instant, mais Mari Yamazaki a su, globalement, battre mes préventions tenant à la répétition si sensible d'un même motif. Mais je demeure sceptique sur la durée, parce que c'est quand même vraiment toujours la même chose. Sur une dizaine de chapitres, j'ai pu faire avec, mais si le procédé est repris sur les 20 suivants, je crains de devoir déclarer forfait. Je ne sais même pas si je compte lire la suite en fait. Faudra voir. J'ajouterai aussi que le dessin, pour être parfaitement à propos, et quand bien même il peut briller à l'occasion pour les décors, architecture et paradis naturels, le dessin donc, globalement, m'a paru bien fade et sans vraie personnalité. Un dernier souci peut-être ? Il est mesquin et je ne suis pas bien sûr de moi. Mais voilà, à mesure que le même schéma se répète, il tend à devenir pas seulement lassant, mais aussi un peu agaçant. Et je me demande si la répétition ne conduit pas l'auteur en fait à aller en définitive
contre ses intentions de départ. Modestus, en adoration devant le génie japonais, craignant pour l'avenir de Rome face au si brillant visage plat, et prenant sur lui d'adapter les innovations d'Édie pour assurer le salut de l'Empire, même à travers l'institution relativement prosaïque des termes, c'est pertinent, bien vu et drôle. Le problème n'est-il pas qu'à force, ce fond cède un peu la place à une position plus manichéenne, disons, où le Japon contemporain l'emporte nécessairement sur la primitive Rome de 1000 ans plus tôt? Formulé ainsi, on voit bien toute l'absurdité même de la question. Mais sans pouvoir l'affirmer, j'ai l'impression que Mali Yamazaki, si habile tout d'abord à cet égard, s'égare parfois légèrement sur cette mauvaise pente. Cela pourrait être drôle, et ça l'est tout d'abord. Mais après 10 chapitres répétant sans cesse les visages plats sont géniaux, ils sont géniaux, eh bien j'ai un peu soupiré, quoi. Si on y ajoute la dimension répétitive des situations, le problème s'accroît. Par exemple, peut-être lors des plus absurdes et au fond innocentes de ces scènes, les dégustations de boissons. Ce qui est hilarant, oui, dans le premier épisode, et délibérément, fatigue au bout de quelque temps parce que la blague est bien trop longue et parce que ses implications, insidieusement, changent peut-être un peu. Bien sûr, je suis sensible à cette dimension absurde, tout particulièrement dans ce cas particulier, mais je me pose quand même la question sans être pleinement convaincu. Alors, alors je ne sais pas. J'ai bien aimé, oui, et reconnu bien sûr l'originalité de la chose. De là à révérer le chef-d'œuvre et saluer le best-seller, probablement pas. D'autant que le caractère très répétitif de la série me fait vraiment craindre pour la suite des événements. Et du coup, donc, je ne sais même pas si je vais la lire. Peut-être. Verra bien.